Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer ici notre cours de physique niveau terminal. Aujourd'hui, nous commençons avec le chapitre sur mouvement dans les champs de gravitation. Donc, c'est le chapitre numéro 4. Donc, en petit 1, champ et interaction gravitationnelle. Donc, on commence par force de gravitation. La loi de gravitation universelle. Si on prend deux particules matérielles de masse MA et MB, placées en deux points A et B, comme si situés à une distance R. Donc, il y a une distance en R entre les deux points-là. Donc, ces deux particules-là exercent respectivement l'une sur l'autre des forces d'attraction. Donc, particule A va exercer une force sur la particule B et la particule B aussi va exercer une force sur la particule A. Donc, c'est ça, F de A sur B et F de B sur A. Donc, ces forces-là, ces forces F de A sur B, F de B sur A, là, on les appelle des forces de gravitation ou forces d'interaction gravitationnelle. Donc, si vous prenez, par exemple, des points, et même dans l'espace, ces points-là vont s'attirer et les forces qui vont s'exercer là vont, sont dépendantes de la distance qui sont entre les deux points, là, les deux masses. OK? Donc, d'après les principes d'action réciproque, ces forces-là ont la même direction et d'intensité, mais les sens sont opposés. C'est-à-dire, en termes de valeurs absolues, elles sont les mêmes. Mais en sens de direction, aussi, elles sont portées par la même droite, mais c'est les sens qui sont opposés. Donc, ici, ça s'attire comme ça. OK, donc, l'intensité de ces deux forces-là est donnée par cette formule. Comment vous allez trouver l'intensité, la valeur en newton ou bien en kilonewton de ces forces-là? Donc, vous utilisez cette formule-là. G, MA sur MB, MA étant la masse particule A, MB la masse de particule B, et R, on a dit que c'est la distance entre les deux. Voilà. C'est une expression scalaire. Donc, ici, vous voyez, il n'y a pas de flèche. Donc, quand il n'y a pas de flèche, les deux ont la même valeur. Donc, G là, c'est G là, est la constante gravitationnelle universelle. Donc, la valeur de G, c'est ça, 6,67 10 puissance moins 11 Newton mètre carré par kilogramme moins 2. Vous voyez? Donc, A ici et B ici, si on prend les deux points, les points A et la force A là va attirer, le point A là va attirer le point B en utilisant cette force F de A sur B. Vous voyez? Comme ça. Attraction, c'est comme aimant. Et le B aussi, le point B aussi va attirer le point A. F de B sur A. Voilà. Donc les deux vont s'attirer comme ça. La distance entre les deux qui est R. Le vecteur UAB là, ce vecteur là, c'est le vecteur unitaire, le vecteur directeur de la droite AB. Voilà. Donc voici la formule avec les flèches. Il faut juste utiliser ça et utiliser le vecteur unitaire UAB si c'est avec les flèches. Donc, les F de A sur B, F de A sur B, c'est cette force. Vous voyez que cette force-là est opposée à notre vecteur unitaire qui est comme ça. Notre vecteur unitaire UAB là est comme ça dans ce sens. La force A et B là est comme ça. Voilà pourquoi il y a le moins ici. Par contre, la force B sur A, cette force-là, elle est dans le même sens que le vecteur unitaire. Donc, il n'y aura pas de moins là-bas. Mais ce qui est plus important, c'est ça. G, vous devez connaître ça. Ça est sur vos calculatrices d'ailleurs. 6,67 10 puissance moins 11. Et vous avez la D masse et vous avez la distance entre les deux.
Donc, vous pouvez calculer les forces d'attraction, forces d'interaction gravitationnelle. OK? Donc, on continue. Donc, on parle maintenant on a parlé des forces, non? Là, maintenant, on parle des champs de gravitation. Les champs de gravitation, c'est quoi? On dit qu'en un point de l'espace existe un champ gravitationnel, si en amenant une masse ponctuelle à ce point-là, cette masse est soumise à une force de gravitation. Donc, si vous apportez voici la formule de la force. Donc, F égale à M fois G. G, on vient de définir ça. Donc, F sera égal à mg. F, qui est vecteur force de gravitation. G, champ de gravitation. Ce G-là est différent de la constante de gravitationnelle. Là. Donc, ce G-là est le G, champ de gravitation. Le M, là, c'est la masse du corps soumis au champ de gravitation. Donc, G s'exprime en newton par kilogramme. Donc, voici une image qui permet d'illustrer ça. Et ce que je viens de dire. Quand vous voyez M ici, donc vous voyez encore un autre point ici. Donc, vous voyez les flèches là qui sont vers notre source. Donc, c'est ces points-là, M, on peut dire par exemple, celui qui attire les objets. Mais peut-être le champ est limité. Plus vous vous éloignez, plus la valeur du champ change. Donc, tout ça là qu'on appelle champ, tout autour là. Voilà. Quand vous venez vous placer un objet ici, cet objet-là sera attiré par ici. Donc, on vient, on place ce point M là ici. Vous voyez, va être attiré par ici là, par les champs gravitationnels créés par cette masse M là. Donc, c'est pour ça que vous avez cette force-là qui part comme ça, F d'attraction. R qui est la distance entre les deux. Donc, c'est comme si vous déposez un aimant. Peut-être vous avez déjà fait l'expérience. Un aimant, l'aimant qu'on utilise pour s'amuser avec là. Autour de cet aimant-là, il y a une force. Il y a des forces qui sont autour là. Donc, on parle de champ de force, champ d'attraction. Donc, si vous approchez du fer, par exemple, plus vous approchez, si vous êtes loin, vous allez voir que ça ne prend pas. Plus vous vous approchez, plus la possibilité pour que ça prenne est élevée. Donc, arrivé à une certaine zone là, si vous franchissez cette zone, si vous franchissez par exemple cette zone là ici, si vous franchissez un peu, ça commence à attirer. Le fer que vous avez apporté à côté de votre aimant là va commencer à attirer. Et ça s'attire. Plus vous vous approchez de la source, plus l'attraction est plus forte. Donc, c'est ça on appelle champ. C'est tout autour là, si on place un objet, l'objet sera attiré par notre masse qui est ici. Donc, c'est ça on appelle champ gravitationnel. Donc, si on amène une masse ponctuelle à un point donné ici, la masse là, cette masse, elle sera soumise à une force de gravitation. Donc, c'est la valeur de cette force-là qui est là comme ça. Donc, les champs de gravitation créés par une masse ponctuelle, petit m, est donné par G égale à ce G-là, on vient juste de le voir. C'est la constante là, gravitationnelle. Donc, le M là, c'est la masse de l'objet même qui crée les champs. Donc, si l'objet qui crée les champs, par exemple, c'est la Terre, vous voyez que la Terre aussi attire les choses. En ce moment, c'est la masse de la Terre, on va mettre ici. Donc, R, c'est toujours la distance entre la masse qui crée les champs et l'objet qui est attiré. Donc, les champs créés par une masse ponctuelle
et radial et centripète. Donc, radial, ça veut dire que c'est comme un cercle comme ça. Centripète, ça veut dire que ça part vers le centre du cercle. Centripète. Comme ici l'image illustre. Donc, les champs créés par un corps symétrique sphérique à une distance Z de son centre, le champ de gravité, donc sera égal à ça. Donc, on prend les rayons de la sphère plus Z, la distance Z là, entre la masse sphérique là, et l'objet qui est attiré là. Et les M et G là sont pareils qu'ici. On va voir ça dans un exemple bien précis, celui de la Terre. Les champs de gravitation créés par la Terre, on est d'accord que c'est un corps asymétrie sphérique. Donc, on suppose que la Terre, c'est une sphère. Voilà. Ces champs-là, c'est les champs qui est appelé champ de pesanteur. G, le petit G là, que vous avez l'habitude de dire 9,98 ou bien 10 là. Voilà, c'est ça comme ça, à la surface de la Terre. Donc, si vous prenez la Terre comme ça, je bouge ça un peu. Si vous prenez la Terre, vous allez voir que les objets, il y a des objets qui sont attirés par la Terre. Donc, ces objets-là, vous voyez, les champs de gravitation autour de la Terre, ils sont comme ça. La preuve est que quand vous jetez quelque chose, une pierre par exemple en haut, vous voyez que la pierre, elle descend vers la Terre. C'est le champ d'attraction là, la Terre qui attire la pierre là vers le bas. Ou quel qu'en soit ce que vous allez, ou vous-même si vous sautez, si vous sautez, vous revenez sur Terre. C'est la Terre, les champs attirés, les champs force d'attraction de la Terre là, comme ça. Quand vous allez sur la ligne, par exemple, la force là n'est pas pareille. Vous voyez, c'est les gens qui partent peut-être sur la Lune, ils, ils font chose. Ils portent des gros sacs pour être vraiment lourds, pour ne pas s'envoler dans l'espace. Parce que là-bas, les champs là, n'est pas trop fort. Donc, si la Terre, c'est assez fort, vous n'avez pas besoin de porter grand-chose. Donc, c'est lié aussi au poids, à la masse de chacun. Par exemple, si vous jetez une feuille dans l'air et que vous jetez une pierre dans l'air, la feuille et puis la pierre ne vont pas redescendre sur terre avec la même vitesse. La feuille, elle va flotter dans l'air d'abord avant de descendre. Donc, ça veut dire la masse aussi joue un rôle dedans. Donc, ici, pour la Terre, les G, champ de pesanteur. Donc, si vous prenez une altitude G, à une altitude Z, de la surface de Terre, donc G là, G de Z sera G multiplié par masse MT, masse de la Terre. Ça, c'est la formule qu'on vient de voir. Entre parenthèses, R divisé par RT, le rayon de la Terre, plus Z, la distance là, au carré. Donc, ça sera G0 RT carré, c'est-à-dire rayon de la Terre là, au carré, sur RT plus Z, le tout au carré. Ici, là, M là, c'est la masse de la Terre. RT, c'est les rayons de la Terre. G, intensité de pesanteur à la surface de la Terre. Là, c'est à la surface de la Terre. OK? Et Z est l'altitude du corps qui est attiré. Donc, voici une image qui illustre ça. Si vous prenez ici la Terre,
les rayons là, R, ça c'est les rayons R, les rayons de la Terre. Maintenant, la distance Z entre la surface de la Terre jusqu'à l'objet qui est attiré. Peut-être c'est un satellite. Donc, ici, les R là, sera grand R, c'est-à-dire rayon de la Terre là, plus Z, la distance entre la Terre et puis l'objet qui est attiré. Voilà. Donc, c'est ça, on a mis ici. Rayon de la Terre plus Z, R plus Z, du tout au carré. OK? Soit vous utilisez cette formule, soit vous utilisez cette formule. Voilà. Les G, vous connaissez. M, c'est la masse de la Terre. Ou bien vous utilisez ici cette formule-là. Donc ça, c'est pour avoir ce qui concerne la Terre. On va passer maintenant en deuxième position, deuxième point. Mouvement de chute libre. Qu'est-ce qu'une chute libre? Généralité. On appelle chute libre le mouvement d'un objet soumis uniquement à son poids. Donc l'objet est soumis uniquement à son poids. Sauf que c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours de l'air. Si ce n'est que dans le vide, on peut réaliser ça. Donc ceci est réalisable en toute rigueur que dans le vide. C'est-à-dire pas d'air dedans. Et pendant l'action de l'air, là, on peut négliger ça. Si la vitesse de l'objet n'est pas trop élevée. Donc, ce qui sera, en tout cas, dans ce chapitre-là, on considère que la vitesse n'est pas trop élevée. Donc, on néglige l'action de l'air, le frottement causé par l'air. Pour tout mouvement de chute libre, l'accélération du mouvement du centre d'inertie est égale au champ de pesanteur. Et les chapitres qu'on a étudiés, le premier chapitre, on a parlé de cinématique, là. On a parlé de l'accélération. Donc ici, l'accélération là, est égale au champ de pesanteur, de G. L'accélération donc sera donc indépendante de la masse du système, des conditions de mise en mouvement. Donc si on prend ici, principe fondamental de la dynamique, somme des forces extérieures égale à MA. Donc ce qui veut dire MG, c'est la seule force extérieure ici, on a dit que c'est le poids. Et le poids, c'est quoi égal à la formule du poids? C'est masse fois G, la pesanteur. Donc, ça veut dire somme des forces est égale à mg. Donc, somme des forces est égale à ma. Ça veut dire que mg égale à ma. Donc, on peut laisser tomber les m là et on aura a égale à g. Donc, l'accélération, dans une chute libre, l'accélération c'est égal à g. Égale l'accélération de la pesanteur, du champ de pesanteur. Donc, lors d'une chute libre, d'un point A à un point B, on a VB au carré moins VA au carré égale à ça. On facture 2 fois et G facteur de ZA moins ZB. Donc, si ZA moins ZB est supérieur à 0, là, la vitesse là va augmenter au cours de la chute. On parle maintenant de chute libre sans vitesse initiale. Donc, chute libre, on connaît ce que ça veut dire. Ça veut dire chute d'un objet qui est soumis uniquement à son propre poids, pas plus, pas moins. Donc, sans vitesse initiale, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est comme si on prend un objet et puis on lâche sans vitesse initiale. Donc, c'est comme un exemple. On prend un ballon ici, par exemple, et on le lâche ici, et il chute libre, verticalement comme ça. Donc, du point O à point G, par exemple. Donc, vous voyez, on peut déterminer ici l'équation de la trajectoire, comme les tout premiers chapitres qu'on a fait, cinématiques, là. En partant du principe que l'accélération est égale à G, donc on peut voir la composante des V. Vous voyez que l'essence des vecteurs ici, là, celui-là, I, vecteur initial I, est comme ça.
K est comme ça, et J est, vous voyez le croix là, voilà, et dans les plans. Donc, le K est en haut, alors que G est en bas. Donc, ça veut dire que G sera forcément négatif. Donc, par contre, G est perpendiculaire aux autres axes. Donc, A, sur l'axe des abscisses, ici, là, si on projette G perpendiculaire, donc ça veut dire que AG égale à 0. AY égale à 0. C'est AZ, ici, c'est l'axe K, là. C'est ça qui est égal à moins G. Vous voyez que G, PCG est opposé à cet axe. Donc, en passant de l'accélération, on peut intégrer pour avoir la vitesse. Ouais, c'est ce qu'on a vu dans les premiers chapitres. On intègre l'accélération pour avoir la vitesse et on intègre la vitesse pour avoir la position. Et en ce moment, la position ici, on va dire OM, OG, pas M, OG. Donc, accélération de AX, intégration de AX, ça fait VX égale à 0. Intégration de 0 ici. Puisque la vitesse initiale est 0, normalement, ça devait être plus une constante. Et cette constante-là, c'est la vitesse initiale sur l'axe X. Et la vitesse initiale étant 0, ici, on a dit sans vitesse initiale. Donc, ici aussi, la D, là, on aura 0. Par contre, ici, si on fait l'intégration, ça fait moins GT. Voilà. Donc, on a la vitesse ici, composant de la vitesse. On fait une autre intégration encore pour avoir le vecteur position OG. OG. Vecteur position. Donc, on intègre les X. Comme la position initiale X0 est 0. Départ, c'était ici. Y0 ici est 0. Donc, on intègre, ça va faire 0 ici. Et là, si on intègre, ça va faire moins 1 demi GT carré plus une constante. Cette constante-là, c'est la position initiale qui est 0. Donc, voici ce qu'on a pour une chute libre sans vitesse initiale. Donc, les centres d'énergie G d'un solide en chute libre lâché sans vitesse initiale est animé d'un mouvement rectiligne et vertical. Donc, c'est-à-dire X égale à Y égale à 0. Si l'axe X, Y là, c'est 0. Si l'axe Z, ça se passe. Maintenant, l'équation horaire, axe vertical dirigé vers le haut, axe vertical dirigé vers le haut, on aura V de Z égale moins GT, ça c'est ce qu'on a ici. Maintenant, Z lui-même, position là, égale à moins 1 demi GT carré. Donc, voici l'équation horaire qu'on a. Ça, c'est ce qui concerne sans vitesse initiale. Maintenant, on va parler des chutes libres avec vitesse initiale maintenant. Donc, la vitesse initiale n'est pas nulle. Voici un exemple. Ça, par exemple, les footballeurs, quand ils tirent un ballon, voyez, à partir d'ici, vous tirez un ballon, puis ça fait ça. Ça part tomber à quelque part. Donc, il y a une vitesse de départ. Ici, les conditions initiales là, sont vraiment importantes. Il faut voir la vitesse initiale et la position initiale. Vous voyez le vecteur ici. Ici, on a la sens que le vecteur, c'est-à-dire l'origine du repère coïncide à l'origine même du départ de notre objet d'étude. Ça veut dire donc, on n'aura pas d'ambiguïté, beaucoup d'ambiguïté. Voilà. Mais si on avait, par exemple, l'origine du mouvement ici, alors que peut-être l'origine du repère est en bas ici, c'est ça qui fatigue surtout les élèves. Donc, si on prend un objet S, l'objet là c'est S. Voilà, S. En mouvement de chute libre lancé d'un point O, le point O ici, avec une vitesse initiale V0 faisant un angle alpha avec l'horizontale. V0 est là, en vert là, V0. Ici, ça fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc, on choisit les repères O, I, J, K avec K vertical ascendant. K là, comme ça en haut. Donc, ça veut dire automatiquement que G sera négatif. Voilà, pour étudier ce mouvement. Donc, ici, même chose. Accélération égale à G. On a démontré ça déjà. Donc, on fait
les composantes sur les trois axes de l'accélération. Donc, on aura AX égale à 0, AY égale à 0 et AZ égale à moins G, puisqu'on a dit que K est une verticale ascendante. Voilà, le K est part vers le haut, alors que notre G toujours vers le bas. L'attraction de la Terre. Donc, on intègre ça pour avoir la vitesse. On aura V donc égal à intégration de G plus V0. Ça fait GT plus V0. Mais le V0, c'est l'axe des abscisses. Vous voyez le V ici, c'est l'axe des abscisses. Sa composante sera là. Ça fait V0 cosinus alpha. Si l'axe des ordonnées, on aura une composante. Donc, c'est-à-dire la vitesse initiale là, on fait deux composantes. Composante sur l'axe des abscisses et composante sur l'axe des ordonnées. Composante sur l'axe des abscisses là, c'est ça qui fait V0 cosinus alpha. Et sur l'axe des ordonnées, c'est ça qui fait V0 sinus alpha. Il suffit juste d'étudier ici l'angle. Ok? Donc V0 là, ah ici c'est pas Y, hein? Ça c'est K, c'est l'axe Z. Pas confondre. Si l'axe, le mouvement se passe dans le plan XZ. Donc si l'axe Y là, le V0 va être égal à 0. Et c'est sur l'axe Z là, la composante Z, c'est ça qui fait V0 sinus alpha. Donc ici si l'axe X, on aura V0 cosinus alpha. VY, ça fait 0, puisque ça c'est l'axe qui est dans le plan, la confondu, qui sort ou bien qui entre du plan. Et Z là, c'est ça la composante qui est là. V0 sinus alpha. Donc, on intègre ça. En intégrant moins G, on aura moins GT. Plus maintenant, initiale, la vitesse initiale, c'est l'axe Z. C'est ça qui est V0 sinus alpha. Maintenant, on intègre ça encore une fois de plus pour avoir la position. C'est ça qui est là. Donc, X, on intègre V0 cosinus alpha là. Ça va faire V0 cosinus alpha T. Plus une constante. Cette constante-là, c'est 0 parce que le coordonnée initial est 0. Ça, on a démarré à 0, à O. Donc, si ici le repère là ne coïncidait pas à l'origine du mouvement, on allait avoir autre chose ici. Et là, 0, on intègre 0. Mais la constante, normalement, on devait avoir une constante. Et cette constante-là, c'est abscisse et c'est Y à l'origine. Y à l'origine égale à 0. Donc, ce qui fait que c'est 0. Pareil ici, on intègre ça. Le moins GT là, intégration, ça va donner moins 1,5 de GT carré. Et V0 sinus alpha, en intégrant, on aura V0 sinus alpha T. Maintenant, on devait avoir plus constante ici. Cette constante-là, c'est l'abscisse, c'est la cote initiale à l'initiale là, O, qui est égale à 0. Parce que ça coïncide à l'origine du repère. Et donc, voici l'équation. Voici ce qu'on a au final pour la position. Donc, en remplaçant X, Y, 0, Y égale à 0, le mouvement est... on remarque que Y égale à 0, c'est-à-dire que le mouvement est dans les plans, dans ces plans-là, dans les plans X, O, Z, dans les plans de cette image-là. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on remarque. Si c'est Y égale à 0, ça ne se passe pas sur l'axe Y là. Rien ne se passe là-bas. Donc, si on prend ici, on élimine le temps dans X et Z, voici ce qu'on va obtenir. C'est-à-dire, vous cherchez la valeur de T ici. X égale à V0 cosinus alpha T, non? Donc, si on tire T ici, on aura T égale à X sur V0 cosinus alpha.
Le T là, vous voulez remplacer dans ici, Z ici. Donc, vous allez avoir X sur V0 cosinus alpha au carré, le tout au carré. C'est ça qui va vous donner ça. Maintenant, en remplaçant ici, X sur V0 cosinus alpha, vous allez voir que les V0 là vont se simplifier. Et vous allez avoir sinus alpha sur cosinus alpha qui fait tangente alpha fois donc X. Voilà. Donc, c'est ça ici l'équation de la trajectoire. La trajectoire du centre d'inertie d'un objet en chute libre lancé avec une vitesse initiale V0 faisant un angle alpha avec l'horizontale est une portion de parabole. Vous voyez, la parabole là. Contenue dans le plan vertical, le plan qui contient V0. Voilà. Ok, on parle de la flèche. C'est quoi la flèche? Et ces gens de mouvements là. C'est pas compliqué. On appelle la flèche de la trajectoire l'altitude maximale atteinte par le projectile. Le sommet des sommets là, de la parabole. En ce point-là, la tangente à la trajectoire est horizontale. Vous voyez? C'est ce point-là. On appelle la flèche S ici. C'est ce point-là, on appelle la flèche. C'est le maximum. Donc, ici, en ce point-là, vous voyez que si on fait une tangente ici, cette droite-là, elle sera tangente à la courbe. Donc, à l'équation. Donc, ça veut dire que la vitesse à ce niveau-là, vitesse sur l'axe Z est 0. C'est seulement la vitesse horizontale qui a une valeur. C'est-à-dire la vitesse sur l'axe X. Donc, vitesse sur l'axe Z là est 0. Donc, c'est là, on va profiter de ça pour tirer la valeur de T. Donc, VZS égale à 0. Et VZS là, on a ça fait moins G TS plus V0 sinus alpha. Donc, dedans, on tire T. Et on a les temps, les TS, le temps que ça va mettre ici jusqu'à pour atteindre le sommet. OK? Donc, V0 sinus alpha. Retenez seulement quand vous parlez de flèche, VZ égale à 0. En tout cas, même si ce n'est pas Z, V de l'axe qui est vertical là où le sommet là, retenez que la vitesse là-bas a une seule composante. L'autre composante de la vitesse là est nulle, 0. Donc, vous posez ça égal à 0 pour avoir votre flèche là. Donc, si vous tirez T ici, vous pouvez aller remplacer T là dans l'équation de la trajectoire pour avoir la position, si vous voulez. OK. Donc, en reportant TS, donc c'est ce que je disais, dans ZT, on a la flèche. Donc, si vous remplacez TS là, dans l'équation de la trajectoire, vous allez avoir cette flèche là. Voilà. ZS égale, vous voyez, vous allez avoir ça, cette distance. C'est ça la flèche. Vous allez avoir ça, V0 carré sinus alpha, D carré alpha sur DG. Faut pas oublier que ici là, le départ coïncide avec l'origine du repère. C'est ça qui est plus important ici. Maintenant, la portée. C'est quoi la portée? On appelle portée horizontale de la trajectoire l'abscisse du point situé dans le plan horizontal passant par O. Les plans horizontaux passant par O, c'est-à-dire ce plan-là. Donc ici, dans ce cas-là, c'est ça la portée. Vous voyez, entre 0 et pi P, c'est cette distance-là. Donc, quand on dit votre portée, par exemple, portée d'un joueur, d'un footballeur, par exemple, quand il tire le ballon, c'est quelle distance le ballon là va faire? À quel point, à quel endroit le ballon là va
va atterrir. Donc, c'est ça un peu la portée. Donc, au niveau de la portée, là, on a une spécificité, quelque chose de très spécifique, c'est que la Z là égale à 0. Voilà. En P, au point P là, ZP égale à 0. Vous voyez, nos coordonnées de ce point là, ça fait cette distance est 0, puisque c'est sur l'axe des abscisses. Donc, vous vous basez sur ça pour tirer la distance là. Donc, on se rappelle de l'équation de la trajectoire qui est là. Donc, vous posez cette équation de la trajectoire égale à 0. Donc, après ça, vous allez pouvoir tirer x, xp qui est égal à ça, sera égal à ça. C'est ça la formule. Donc, je rappelle encore que cette formule-là, c'est quand l'origine du mouvement coïncide avec l'origine du repère. Souvent, ce n'est pas le cas. Donc, en ce moment, la formule sera différente. Donc, on passe à une petite remarque. Vu la symétrie de la parabole, là, vous voyez, c'est un peu symétrique. Voilà. Ici, les x qui est là, les, x de notre flèche sont x. Si on le fait 2 fois, c'est une fois, 2 fois, on pourra avoir xp. Donc, xp égale à 2 fois xs. L'abscisse de la flèche, là, 2 fois, si on prend 2 fois l'abscisse de la flèche, on aura la portée. C'est ce que ça veut dire. Pour deux valeurs différentes de l'angle alpha, cet angle entre la vitesse initiale et l'axe horizontal, là, il y a deux valeurs pour cet angle-là qu'on peut avoir le même point d'impact. On peut avoir ça comme ça. Enfin, il y a une figure qui illustre ça. Donc, on parle de tir tendu et tir en cloche. Les joueurs footballeurs, là, quand on voit, ils peuvent tirer et les ballons, ça ne va pas aller très haut comme ça. Ça va aller juste en bas, mais ça va aller au niveau du point d'impact là. Ou bien, il peut tirer, ça va aller très haut et redescendre au même point. Donc, il y a des angles qui permettent d'avoir les mêmes points d'impact. Pour une valeur de l'angle alpha, la portée est maximale. Il n'y a que pour une valeur. Si vous voulez une portée maximale, max, il y a une valeur de l'angle là qui permet de donner ça. Donc, voici une figure qui permet d'illustrer ça un peu. Vous voyez ici, alpha 1. Si vous prenez cet angle-là, là, c'est ici. Ça, c'est portée maximale. Vous voyez qu'ici, là, le point là, c'est le plus loin que tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est le dernier point là. Il n'y a qu'une valeur de l'angle. Donc, pour avoir une portée maximale, il faut utiliser l'angle 45 degrés. Toujours. C'est ça la portée maximale. Maintenant, les deux autres angles pour avoir le même impact là, si on prend alpha d égale à 60 par exemple, ici, on gagne cet impact. Pour avoir le même impact avec un autre angle différent, la formule qu'il faut poser, alpha 3 égale à 90 moins alpha d. Donc, ça sera 30. Donc, si cet angle-là était égal à 70, par exemple, pour avoir le même angle qui peut donner le même point d'impact, vous faites 90 moins les 70 là. Donc, ça sera 20. Donc, voici la relation qui existe entre les deux. Ces deux-là, les deux angles qui donnent le même point d'impact là. C'est-à-dire, tir en cloche, c'est celui-là. Quand c'est très haut, le plus grand angle là, c'est ça le tir en cloche. Tir tendu, c'est le plus faible angle. Vous voyez, avec tir tendu, ici, vous allez avoir 30 degrés, mais le ballon, c'est-à-dire le ballon, par exemple, si on prend le cas des footballeurs, du football, le ballon ne part pas très haut, mais ça atteint la même cible que si le ballon était très haut, comme ici.
Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on on appelle la portée horizontale. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour continuer. Le chapitre n'est pas fini. Donc on va continuer dans une prochaine vidéo, le chapitre, pour pouvoir terminer. Donc si je vous demande de partager et de vous abonner et de me revenir avec vos questions s'il y a des incompréhensions. Si c'est, je vous dis merci beaucoup et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.